Madame, Monsieur, bonsoir. Coup de projecteur dans cet épisode sur la réforme de l'enseignement supérieur. De grands changements étaient annoncés pour cette rentrée suite à l'approbation en juillet dernier en Conseil de gouvernement du décret qui acte la nouvelle organisation pédagogique de l'université marocaine. Réforme pédagogique ambitieuse aux allures novatrices qui s'articule autour de 4 plans directeurs pour une transformation du secteur voulu donc par le gouvernement, à savoir l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'innovation et enfin la transformation digitale. Une des mesures phares de cette réforme est l'établissement de centres d'excellence. Quels sont les critères de l'excellence au vu des mutations profondes que connaît le monde académique de par le monde? Autre questionnement, pour chaque changement ou réforme ou refonte, il faut des moyens financiers. Quelle est la place de la réforme de l'enseignement supérieur dans le projet de loi de finances 2024? Aussi, quels sont les aspects de sa concrétisation maintenant que la rentrée universitaire est bien entamée? Beaucoup de questions d'actualité autour de cette thématique. Nous débattons ce soir avec 3 experts, 3 académiciens que j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau ce soir. D'abord, le doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis, professeur Ali El-Harichi. Bonsoir. Bonsoir, la Khadija. Bienvenue. Merci sur beaucoup. Ce plateau une nouvelle fois et une joie bien évidemment que de vous accueillir. J'ai également avec moi le professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat, politologue qu'on ne présente plus, professeur Mostafa Srimi. Bonsoir professeur Srimi. Bonsoir. Alors le ministère vise par ailleurs à lancer un nouveau cycle licence en éducation pour former des enseignants de nouvelle génération. Et nous avons la chance d'avoir avec nous un professeur à la faculté des sciences de l'éducation à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Mohamed Gdira. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'accueil et l'invitation. Merci à vous d'être avec nous, de répondre à nos questions. Alors, messieurs, premier tour de table. Et j'aimerais bien que vous partagiez avec nous vos interprétations respectives du plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'ESRI, donc de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Qui veut prendre le lead? Professeur Srimi. D'abord ceci, il y a du retard à l'allumage. On a une vision 2015-2030 qui a été définie. Et oui, avec une loi cadre, et puis une loi en 2017, où on en est. Nous sommes à la fin 2023 et nous sommes très en retard dans l'application de cette loi. Première observation. Deuxième observation, il y a également du retard pour ce qui est d'autres instances. Je fais référence au Conseil supérieur de l'éducation, etc., où son titulaire, le nouveau responsable, n'a été nommé qu'il y a 5 mois, et il était en panne, en stand-by, pendant plus de 2 ans. Ça, c'est l'état des lieux. L'état des lieux, c'est aussi le peuple universitaire, le peuple estudiantin. Nous avons aujourd'hui, pour cette rentrée, chiffre donné par le ministre, 1 300 000 étudiants, avec 324 000 nouveaux inscrits. Ça, c'est des contraintes. Autre chiffre, et je vais m'arrêter là, le taux de succès des étudiants entre la première année et la licence, il est de 49%. Voilà donc de la matière pour aller vite, pour accélérer le rythme des réformes et enfin peut-être se doter des instruments d'implémentation de cette réforme. Alors c'est votre interprétation, c'est un diagnostic, professeur Srimi. Professeur El-Harichi. Moi, je pense qu'une réforme, il était temps d'une réforme. Et d'une réforme à l'ère du temps. Parce qu'aujourd'hui, en 2023, nous ne sommes pas ni en 2015, ni en 2000. Le temps a changé. Il y a l'intelligence artificielle, il y a les nouvelles technologies de l'information, tout un autre monde qui est implémenté à l'enseignement. Et pas seulement à l'enseignement, mais à tous les secteurs de la vie, tous les secteurs on va dire sociaux et de la vie. Il y a tout ce qui est traçabilité partout. Donc aujourd'hui, l'enseignement devait être aussi à l'ère du temps. Et cette réforme-là, je pense que le professeur Srimi l'a dit, quand vous avez 1 300 000 étudiants dans 324 000 qui sont des nouveaux inscrits, le plus important, c'est pas seulement avoir une licence, mais c'est avoir des lauréats qui sont capables, qui ont la capacité, on parle de la capacitation, la capacité d'être des personnes qui peuvent d'abord
ce qu'on appelle avoir un emploi. Faire quoi? Voilà, donc on ne va pas former des gens juste pour la formation. Mais c'est ça le principe, voilà, de, cette réforme, de cette réforme à l'ère du temps, est de s'aligner avec les priorités nationales. Si nous avons par exemple une industrie qui est en train de fleurir, et il y a une floraison dans une industrie, il faut former des gens pour cette industrie. Nous sommes dans l'état social aujourd'hui, on parle de l'état social. L'état social, il faut avoir beaucoup de médecins, beaucoup de personnel de la santé, c'est-à-dire ce sont des métiers où il faut former pour pouvoir avoir, c'est-à-dire la capacité humaine et la logistique humaine pour répondre, parce qu'il ne suffit pas de mettre un budget, mais il faut aussi avoir un personnel de santé, il faut avoir des médecins pour pouvoir répondre aux attentes des Marocains. Donc voilà une orientation dans ce sens-là, dans le sens de l'employabilité, c'est-à-dire former des personnes qui sont employables. Il y a certaines formations, bon, il faut toujours les avoir certainement, mais qui, à mon sens, quand on forme plusieurs personnes, on va avoir malheureusement encore des personnes, des docteurs en chômage, et il faut leur trouver des solutions. Maintenant, il faut que cette réforme-là, je pense que son sens-là, c'est aller dans le sens de formation, employabilité, former le besoin. Et puis, on en discutera. C'est-à-dire qu'en écoutant justement la présentation du ministre suite à l'approbation de ce décret par le Conseil du gouvernement, c'était en juillet dernier, il reprend exactement, il y a beaucoup d'éléments de langage qui figurent dans la présentation du ministre, des éléments de langage dans votre réponse. Je close ce premier tour de table avec vous, Mohamed Gdira, en tant qu'expert justement en sciences de l'éducation. Nous avons déjà consacré et débattu sur la question, mais là que la rentrée est actée, quelle interprétation faites-vous peut-être du début de l'opérationnalisation de cette réforme? Alors, il y a beaucoup de points sur lesquels j'ai envie de rebondir. Premier élément, ce qu'on vit actuellement, c'est l'accumulation de toute une histoire. Il ne faut pas pointer du doigt tel ou tel gouvernement, tel ou tel ministre. Donc, on était toujours dans la réforme de la réforme, etc. Donc, ça, c'est un point à souligner. Deuxième point à souligner, il est, je dirais, immensément prématuré de faire une évaluation. Oui. Je ferai beaucoup plus des constats. Qu'une évaluation. À en croire, je dirais, le discours du ministre de l'Enseignement supérieur, tous les clignotants sont à la hausse. Monsieur Sahimi a souligné, notre collègue Sehrichi aussi a souligné 1 300 000. Je dirais que 94% viennent du public. C'est ça. Sur les 1 300 000. Ça veut dire que le privé ne joue pas son rôle. Rappelons qu'il y a longtemps, on a toujours avancé le chiffre de 20% de la contribution du privé dans l'enseignement. On n'est pas dans ces chiffres-là. Autre élément, rapidement, je peux dire tout simplement, il y a une focalisation sur la formation des assistantes sociales. C'est-à-dire que c'est prévu 10 000 assistantes sociales d'ici 2030. Ça, c'est un point positif. Maintenant, le grand problème, ce n'est pas ces chiffres, ce n'est pas ces clignotants. Le grand problème, c'est comment rendre opérationnel, avec un système de gouvernance périmé, ça, laissez-moi le dire, je reviendrai sur ça, de l'université marocaine. Donc, il y a énormément de problèmes. Mais on vise aussi l'excellence de la gouvernance. Ça, c'est l'un des axes stratégiques qui ont été Je crois que celui qui parle de la gouvernance, de l'excellence de la gouvernance, ne connaît pas ce que c'est que la gouvernance. Parce qu'on a vécu pendant 40 ans dans l'université, c'est Mustapha encore plus, c'est notre doyen, et je crois qu'il y a un grand problème au niveau de la gouvernance. Avez-vous déjà, je vais vous donner un simple exemple. Il y a une instance de l'université qui contient 120 personnes, dont les délibérations se déroulent en une journée. Est-ce que vous pensez qu'un conseil d'université avec 120 personnes peut délibérer en une journée ce qui se passe à l'université?
Ça, c'est un simple exemple. Je peux vous donner d'autres exemples. Un autre exemple, vous parlez de gouvernance. Hein. Actuellement, ça fait une année que l'université Mohamed V n'a pas de président. Hein. Il y a toujours un président par intérim. Comment vous voulez piloter et l'université et la réforme? Donc il y a un grand problème. Il y a 3 autres universités qui ont vécu la même chose. Marrakech, Meknès et Jdida. Les présidents viennent d'être nommés. Donc quelle gouvernance? De quelle gouvernance on parle? Et la gouvernance, 2 éléments de la gouvernance. D'abord l'imputabilité. Deuxièmement, les audits et les sanctions. Alors, est-ce qu'on a fait des audits pour les universités, pour les établissements universitaires? Quand vous dites on, c'est la tutelle? Pardon? Quand vous dites on, c'est la tutelle? Oui, c'est la tutelle, c'est pas moi. Moi, je dis on. Non, mais ça peut être aussi le conseil de l'éducation. Donc, lier la responsabilité à la sanction ou à la récompense, il n'y a pas de problème. Donc, c'est l'un des piliers de la gouvernance. Un autre pilier de la gouvernance, c'est le droit à la différence. Lorsque vous réalisez en une journée un conseil d'université, où est le droit à la différence? Il est là, en apparence. Mais en réalité, il y a un grand problème. Alors, premier tour de table, ce qui ressort, c'est le diagnostic, l'employabilité et la gouvernance. On va peut-être un peu aller dans le détail de cette réforme, mais avant, nous sommes à la rentrée. Il est certes tôt de faire un diagnostic ou un audit ou une évaluation, mais est-ce qu'on commence à sentir aujourd'hui, au sein de nos universités, qu'il y a un vent de changement qui commence à souffler, une brise, j'ai envie de dire? Écoutez, sur ce plan-là, je voudrais nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure, plutôt compléter. Autant j'ai dressé un état des lieux à grands traits préoccupant, c'est un fait. Autant je suis intéressé par enfin l'annonce d'une vision. Je regrette qu'elle ait tardé, je l'ai déjà dit, j'y reviens pas. Et il y a enfin quelque chose qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce que je crois pouvoir dire que le chantier de l'éducation est un chantier qui dépasse le périmètre du gouvernement et qui est pris en charge par le souverain. Il y a une sorte de glissement, un glissement qui s'est fait. Le chantier de l'éducation nationale, avec les responsabilités confiées à Cheikh Ibn Moussa, c'est intéressant, etc., c'est un chantier qui va au-delà de la fin de la mandature de ce gouvernement 2026. C'est un chantier sur 2030. Et il a l'appui du souverain, c'est un chantier royal. De même, pour ce qui est de l'enseignement supérieur, je crois qu'il y a la même préoccupation au niveau du souverain, et c'est important. Et parce qu'il y a cet intérêt particulier du souverain, je crois qu'il faut créditer cette réforme d'un paramètre positif et favorable. Alors, il y a des choses qui ont été annoncées, etc. C'est d'abord une vision pour 2030, c'est important que ça soit dit, sur la base de 2 principes, l'excellence académique et l'impulsion de la recherche scientifique. Bon, tout ça, comme on dit, ça ne mange pas de pain. C'est des annonces, tout le monde s'y rallie, mais après. Il y a des axes. Il y a des axes qui ont été définis par le ministre de l'enseignement supérieur. Il ne parle pas de réforme, on parle d'impact. Déjà, oui, là, dans la terminologie ou la sémantique, peut-être, pourrait avoir aussi son... Vous avez raison de le relever. Le pacte implique qu'il y ait un accord de tous les opérateurs et de tous les secteurs sur une vision. C'est souhaitable, mais est-ce que c'est faisable? Je vais vous donner une référence. Dans le nouveau modèle de développement qui a été publié à la fin mai 2021, en annexe, il y avait quoi? Il y avait la nécessité de nourrir et de finaliser un pacte national autour de ce modèle de développement. 2 ans et 5 mois après, où on en est, il n'y a pas de pacte. Et alors que ce gouvernement devait prendre en charge ce dossier et arriver à un pacte. Un pacte suppose un accord entre les participants. Ça n'est pas le cas pour l'instant. Mais on peut souhaiter un pacte sur l'éducation. Vous savez, on peut avoir, au lieu d'avoir un pacte national, ce qui est compliqué peut-être, on peut avoir des pactes sectoriels. Et je crois pouvoir dire que le secteur de l'éducation est un pacte qui intéresse tout le monde parce que les parents, les enfants, l'avenir de la jeunesse, etc. Il y a des axes. Le premier axe, c'est une réforme globale et intégrée. Deuxième axe, la recherche scientifique alignée sur les priorités nationales.
C'est important. On ne peut pas faire de la recherche scientifique pour s'intéresser à l'élevage des moutons en Nouvelle-Zélande. Il faut donc des problèmes, et ça pose problème d'un recentrage sur la souveraineté nationale. Il faut que la recherche ait une valeur ajoutée pour améliorer la souveraineté nationale. Troisième axe, il s'agit de monter un écosystème innovant et performant. Et quatrième axe, ça a été dit, problème du mode de gouvernance. Il y a aussi une opérationnalisation. C'est pour ça que... C'est laquelle? C'était ça ma question. Oui, c'est pour ça que... Après la rentrée, est-ce qu'on voit qu'il y a une opérationnalisation? J'y viens. C'est pour ça que j'accorde un crédit minimal à cette réforme-là, parce qu'enfin, il y a une opérationnalisation. C'est quoi? C'est la réforme du cycle de la licence. Il y a un nouveau modèle, un nouveau format de licence, avec des nouvelles normes pédagogiques. La place des langues étrangères, c'est important, une place importante, qui d'ailleurs augmente ensuite en master et même en doctorat. Et aucun docteur, aucun master et aucun doctorant ne pourra avoir son titre s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue anglaise ou de langue étrangère. C'est important. Il y a aussi un autre élément, c'est la mobilité nationale et internationale. Enfin, on va sortir nos étudiants du ghetto. Vous êtes à la fac Quand même. Si, je m'explique, le ghetto. Vous êtes à la fac de droit d'Agdal ou à Souissi ou à l'université Hassan II, vous n'aviez pas la possibilité, comme doctorant, d'aller vous inscrire à Oujda, à Tanger, etc. Et oui, c'est pour ça qu'il y a cette ouverture vers la mobilité, suivant les spécialités, etc. Et même la mobilité internationale sur la base de conventions. J'ajoute aussi le lancement de programmes de formation, ça a été dit par le ministre gouvernement, le chef du gouvernement aussi, il y a quelques jours seulement, avec la formation de 1000 doctorants moniteurs. Alors, en contrepartie d'une rétribution mensuelle nette de 7 000 dirhams. Donc c'est encourageant. Le problème des doctorants, je voudrais dire un mot sur les doctorants, on a relevé, mon collègue ici présent et moi-même, on en a parlé, il y a beaucoup de doctorants à Casablanca et Rabat. Le taux de finalisation des doctorants est de 20%. Il y en a 80% qui restent pendant des années doctorants, parce que c'est considéré comme un titre valorisant. Je suis doctorant, je suis doctorante, tout ça, nous connaissons des cas. Mais il n'y a pas mais il n'y a pas de productivité. Il y a simplement le titre. Vous êtes généreux de dire 20%. On a 20%. Non, c'est des chiffres qu'on a à peu près. Qu'on a recoupés, c'est à peu près 20%. Et puis, il y a aussi des mesures opérationnelles que je vais résumer, si vous le permettez. Il y a la création de 3 instituts thématiques de recherche dans des secteurs pointus, l'eau, les biotechnologies, l'intelligence artificielle. Et puis, il y a aussi l'augmentation des filières. Aujourd'hui, on a 570 filières dans nos systèmes universitaires. Il y en aura le double prochainement, c'est-à-dire 1037. Donc, il y a quelque chose qui est en marche. Quelque chose qui est en marche, absolument, qui a été applaudi d'ailleurs. Et vous avez parlé de ce rapport de la Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement. Il se trouve qu'à la tête de la tutelle, Simiraoui faisait partie de cette même commission qui a travaillé sur ce nouveau modèle de développement dont le rapport a été donc publié en 2021 et qui, je cite, voulait ouvrir aux jeunes Marocains les voies pour l'acquisition de compétences élevées et l'amélioration de leurs perspectives d'insertion dans le marché du travail. C'est sur ce point que je vous interpelle, Ali El-Harichi, et c'est en continuité à votre première intervention par rapport à l'employabilité, par rapport aux mesures et à l'opérationnalisation de ce pacte d'accélération de la réforme un peu du système. Est-ce qu'on ressent avec ce nombre de filières que ça va effectivement changer la donne dans 2, 3 ans, 4 ans pour nos, avant de parler de doctorants, de lauréats des universités? Voilà, les licenciés. Exact. Il faut d'abord parler des licences. Ils ont commencé cette année par les licences et par les doctorats. Exact. Ce sont les nouvelles accréditations selon ce nouveau modèle. Les masters attendront. C'est l'année prochaine. L'année prochaine, c'est progressif. Oui. Nous-mêmes, moi-même, j'ai accrédité au niveau de notre université, c'est-à-dire selon ce nouveau modèle, mais qui n'est pas très différent de ce que nous avions auparavant. Pour vous dire, l'université privée au Maroc, puisque vous avez parlé du privé, et pour vous répondre aussi, d'abord, la reconnaissance n'est arrivée que très très tard. C'est qu'à partir de 2017. C'est normal, un étudiant qui vient étudier dans une université, et à la fin, on lui dit, votre diplôme ne vaut rien, un DE, un diplôme universitaire. Quand on a eu la reconnaissance,
c'est un diplôme, c'est-à-dire qui est l'équivalent de celui de l'État et qui est donc accrédité par le ministère de l'Enseignement. Donc pourquoi il fallait... Donc l'université, on a choisi en général les secteurs les plus promoteurs et qui répondent à l'employabilité. On ne pouvait pas ouvrir des filières qui sont déjà au niveau... On ouvre bien sûr des filières qui sont au niveau de l'université publique, mais qui ne sont pas employables. Donc c'est normal, il y a l'entreprise et il y a l'esprit de l'entreprise. Quelles sont les filières qui ne sont plus employables aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Hein. Ouais, quelques exemples. Toutes les filières, vous savez. Toutes les filières sont employables, mais vous avez cité la phrase où vous avez parlé de la priorité nationale. Maintenant, au Maroc, l'État social, nous avons besoin des assistantes sociales, du personnel de la santé et des médecins, qui vont doubler les médecins, le personnel de la santé, donc les écoles ou les universités qui font la formation des infirmiers, de tout ce qui est... c'est-à-dire... c'est prévu d'ailleurs. Bien sûr, c'est très important parce le Maroc en a besoin. On a par exemple l'aéronautique. Le Maroc, elle est sur ce chemin-là. Donc il faut former des gens qui vont être compétents et compétitifs au niveau de l'aéronautique. Le Maroc est un pionnier au niveau, par exemple, de la fabrication des voitures. Donc, il faut travailler sur les personnes, les ingénieurs qui vont répondre à l'automobile. Aujourd'hui, on s'inscrit, par exemple, dans l'hydrogène ou l'énergie verte. Je reviens au codage. Bien sûr, le codage, c'est très important parce que les jeunes Marocains, parfois même sans formation, ils arrivent à former à manipuler l'informatique et à créer des sites. Ils sont très intelligents, donc il vaut mieux les cadrer dans un cadre académique. Je pense que c'est le principe de l'école Code 212. Exact. Et ça répond à job in, c'est-à-dire un travail, job. Il faut former des gens. Et on ambitionne d'en former un bon nombre, un demi-million. C'est-à-dire 500 000 à l'horizon 2028. C'est très important parce qu'il y avait une école qui avait commencé le 300, exact. Je pense. Et c'était très intéressant. C'est comme ça qu'on peut aller. On ne peut plus former certaines formations, certainement, ils seront toujours là, mais qui n'ont pas d'insertion professionnelle facile parce qu'il n'y a pas d'employabilité. Donc voilà. Alors les privés, c'est normal, comme c'est une entreprise, ils ont la majorité en forme au niveau de l'ingénierie, au niveau du droit et des sciences politiques, au niveau des sciences de la santé, au niveau du management. Toutes les universités privées du Maroc, c'est ce qu'ils font. Ils ont choisi les secteurs les plus employables et bien sûr, il fallait être performant. Donc quand on parle des accréditations, aujourd'hui, on parle des langues, on parle des power skills, mais déjà, au niveau des universités privées, il fallait être innovant. Donc, les soft skills, on les avait, les langues, on les faisait. Et c'est très important. On voit... Parce que vous répondez à une demande. C'est-à-dire que vu que vous raisonnez en entreprise, on pense à la demande et on répond à la demande avec une offre adéquate. Donc, peut-être qu'il y a ce raisonnement aussi qu'on commence à toucher du doigt dans cette réforme. D'ailleurs, on raisonne en tant qu'entreprise. Oui. On raisonne en tant qu'entreprise. Bien sûr. D'ailleurs, on parle de l'entreprise privé-public. Enfin, l'insertion. Par exemple, un étudiant en master et qui étudie 2 ans à la fac ou dans une université privée et qui ne fait pas de stage, comment je vais l'insérer professionnellement si je ne lui fais pas l'alternance? C'est nouveau aussi, le système d'alternance. C'est nouveau, mais ce n'est pas nouveau chez nous. Nous, on le fait. Non, je vous assure que l'alternance, c'est nouveau au niveau, parce que c'est écrit d'ailleurs, c'est parmi le 3e point, l'écosystème d'innovation au niveau de l'université publique, et c'est une très bonne chose. Donc, si on arrive à faire l'alternance, un étudiant qui travaille ou qui fait un stage, et en même temps, il fait conjointement, il harmonise entre le théorique et la pratique, je suis en train de former quelqu'un de capable qui demain, rapidement, il est employable. Donc voilà, moi je pense que ces réformes ou ces axes stratégiques sont très importants. Mais je reviens à ce qu'a dit Gdira, bien sûr, responsabilité et reddition des comptes, qui est le principe de la gouvernance. L'article 1er de la Constitution marocaine, il dit très bien gouvernance, responsabilité et reddition des comptes. Donc il faut encourager cela, consolider les acquis, mais aussi voir après, est-ce que les choses vont se passer comme ils sont avancés.
Et on l'espère sincèrement parce que la jeunesse marocaine, c'est une jeunesse qui est très, très, très brillante. Il faut juste l'encadrer, il faut donner les moyens, et il faut bien l'orienter pour que demain, il puisse trouver un travail, mais pas faire des études. Malheureusement, quand on voit quelqu'un qui fait un bac plus 10, il ne trouve pas de travail, ça n'a aucun sens. Certainement. Et c'est là où, justement, le chômage enregistre des taux très élevés, malheureusement. Et en fait, c'est incompréhensible dans la logique. Alors, l'excellence opérationnelle, c'est parmi les axes de ce pacte ESRI, en tout cas les piliers, beaucoup de sémantique. Les piliers, l'un des piliers, c'est l'innovation et la gouvernance et l'excellence opérationnelle. Alors, déjà, je veux m'arrêter sur ce terme, ce concept d'excellence. On vise l'excellence et pour l'étudiant et pour le mode de gouvernance. D'abord, qu'est-ce que l'excellence pour l'étudiant ? Je pense qu'on ne vise pas l'excellence, mais on crée la ségrégation pour mettre de côté les excellents et le reste. Vous parlez des centres d'excellence qui ont été créés, 63 centres d'excellence. Oui. Je crois qu'il y a une certaine iniquité dans cette approche-là. Hein. Nous sommes toujours dans la logique française, des écoles d'excellence, et il y a le reste. Pour moi, un excellent, il est formé à l'université, quelle que soit l'institution. Ah bon ? Oui, quelle que soit l'institution. S'il se démarque par rapport aux autres ? S'il se démarque, il se démarque à l'intérieur du lot. Il n'y a pas de problème. Pourquoi le prendre et le mettre dans un centre à part ? Deuxième élément du centre d'excellence, c'est qu'aujourd'hui... Mais il ne va pas avoir la même formation que les autres. Les professeurs sont démotivés concernant les centres d'excellence. Je vais vous dire... Ça, c'est intéressant. Voilà. Pourquoi ? Ils sont démotivés parce que vous créez l'excellence et vous gardez la motivation du professeur, la motivation salariale, même pour évidemment. Tout le monde. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un désengagement de certains professeurs où ils disent « Moi, j'enseigne, je n'ai pas envie d'être dans l'excellence, j'ai envie d'être dans le lot du commun des mortels. » Ça, c'est un problème. Il y a d'autres problèmes. Il faut aller, je crois, en profondeur des choses et non pas uniquement cette notion d'excellence. Premier élément, et permettez-moi de le dire, nous n'avons pas. Aujourd'hui, on parle de power skills. De power skills. C'est nouveau, parce qu'avant c'était les soft skills, maintenant c'est des power. Non, c'est pas nouveau. Non. C'est pas nouveau, mais en tout cas, dans le jargon utilisé, il y a à peine un an, c'était les soft skills encore. Ça fait et maintenant, on parle de power skills. Ça fait 22 ans que j'enseigne les soft skills à la faculté des sciences de l'éducation. Oui, mais depuis un an, maintenant, je persiste et signe, on entend parler des power skills au Maroc. C'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Pas de problème, c'est nouveau d'une manière institutionnalisée, si vous le permettez. Or, les soft skills, c'est une spécialité. C'est comme si vous dites un juriste, un spécialiste de sciences politiques, un matheux, un économiste. Or, aujourd'hui, qui va enseigner les soft skills ? Vous. Moi, je suis... je veux dire, il y en a des comme vous à l'université. Alors, ils sont immensément rares. Et la rareté fait la valeur. Voilà. Donc, à mon sens, est-ce qu'on peut enseigner les soft skills dans un amphithéâtre ? Ça pose la question. Aujourd'hui, le ratio nombre d'étudiants par professeur est très très élevé pour permettre, à peu près, je vais vous donner une approximation personnelle, à peu près du 400 à 450 personnes étudiants par professeur de soft skills. C'est énorme. On ne peut pas enseigner les soft skills de cette manière. Il y a une pédagogie spécifique pour les soft skills. C'est des simulations, c'est de mise en situation. Donc, aujourd'hui, on parle de l'amélioration des conditions de travail. Une des améliorations à viser, c'est celle-là. Deuxième élément, on parle de Mustafa l'a souligné, c'est Harichi aussi, l'amélioration du niveau de langue, les langues étrangères. D'accord ? Jusqu'à présent, nous n'avons pas de programme concernant les langues étrangères dans les licences. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on va laisser le soin aux professeurs d'enseigner à sa guise, avec ses méthodes les langues étrangères, ou est-ce qu'il y aurait une orientation du programme des langues étrangères ? Ça, c'est une question que je me pose. Maintenant, si on laisse le professeur faire ce qu'il veut,
Alors là, nous aurons tout un marché, je dirais, c'est la clé des langues étrangères. Permettez-moi, excusez-moi de dire cela. Troisième élément, elle existe des failles et là, en matière de spécialités. Avant, on avait énormément de matières de spécialité au niveau de la licence. Aujourd'hui, dans la structure actuelle, les matières de spécialité représentent 21,5% de tout le cursus licence. Ça, moi, je ne l'accepte pas. En tant que pseudo-spécialiste, je dirais, des politiques éducatives. Donc, il y a un problème qui se pose. On a revu au profit des langues, au profit des power skills, le programme, tant mieux, il n'y a pas de problème. Et je reviens à la logique d'Ial Semiraoui, c'est Hamzazi. Lui, il a intégré cela en 4 ans. C'est-à-dire pour sauvegarder le programme de la licence, de la spécialité, c'est-à-dire ne pas être dans les 21,5% des matières de spécialité. Je m'arrête là, si vous voulez, je peux continuer. Je pense que nos chers... non, vous me paraissez dubitatif. Si vous permettez, c'est Srimi, ou peut-être quelque chose à ajouter ou complémentaire par rapport à... C'est-à-dire pour les langues. Oui. C'est-à-dire pour les langues, le ministère a donné des exemples à suivre, aussi pour les power skills. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on allait accréditer, nous avons reçu les syllabus pour les langues, que ce soit les 3 langues, espagnol, anglais et français, et aussi pour les power skills. Les power skills, pour la licence, ils les ont divisés sur 6. Il y a ce qui est culture digitale, il y a ce qui est patriotisme, c'est-à-dire c'est 6 power skills différentes. Maintenant, je suis d'accord, le nombre, il faut voir comment le faire avec le nombre. Ils ont même, et c'est là où on rentre à la digitalisation, il faut utiliser les moyens de digitalisation. Nous avons réussi, on rappelle, lors de la Corona, nous ne pouvions pas être aux universités, et c'était un moyen qui nous a permis quand même de rester et de permettre aux étudiants. Donc, pour ce qui est des power skills, ils ont essayé de faire des modèles, que ce soit pour les langues ou que ce soit pour ce qui est donc, pour les langues et les power skills. Pour revenir aussi moi je reviens toujours à l'employé. C'est vrai que le programme qui était avant, c'était un bachelor sur 4 ans. Oui. Mais quand on regroupe le nombre de modules, c'est presque la même chose. Parce qu'on nous a ajouté... C'est vrai que maintenant, les power skills sont obligatoires. Exact. Mais en ajoutant un module en sus de ce qui a été. La première année, c'était 7 modules. Et les autres 6 par semestre. Maintenant, c'est 7. Donc, les power skills qui ont été ajoutés, c'est un module qui est ajouté. Supplémentaire, même aussi pour les étudiants. Enfin, ça ne doit pas être évident. Non, mais c'est très bien pour les étudiants. Mais il faut qu'il y ait les moyens pour pouvoir transmettre ces power skills aux étudiants. Et là, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'en parlant de moyens, en regardant le projet de loi de finances, certes, le budget alloué au ministère donc, de l'enseignement supérieur, l'année dernière, il était passé il me semble, de 13 à 14 milliards, ou de 14 milliards à 15 milliards. En tout cas, on ajoute un autre milliard. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant compte tenu du volume de réformes? Ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a les moyens humains aussi. C'est que à parler des moyens humains, c'est très important. Mais c'est surtout les moyens humains. Voilà, les moyens humains. Ben oui. Mais aussi quand on parle de l'enseignement supérieur, il y a quelque chose qui revient, c'est la recherche. Le budget de la recherche dans un pays qui est sur la voie, pas seulement du développement, mais de l'émergence, doit être énorme, parce que c'est la recherche qui permet de se démarquer par rapport à d'autres pays qui sont toujours dans l'importation de la technologie. Je pense, aujourd'hui, on essaie de trouver des pistes pour trouver des réponses. Il faut plus de moyens. À mon sens, il faut beaucoup plus de moyens à l'université et surtout de la motivation pour le professeur universitaire qui fait ça, sincèrement, beaucoup le font par amour de la profession et par passion universitaire. Oui, parce que c'est un engagement aussi. Alors, professeur Srimi. Écoutez, je vous propose une lecture différente de ce qu'ont dit mes 2 collègues. Tant mieux. Le souhaitable, évidemment, c'est qu'on augmente le budget de l'enseignement supérieur de 30% tous les ans,
qu'on augmente les salaires des professeurs, qu'on triple ou quadruple le budget de la recherche, mais il y a la capacité financière. Mais qu'on n'annonce pas alors autant de réformes. C'est-à-dire qu'il faut aussi, avant de faire des annonces, prendre compte de la limite du budget. Il y a deux niveaux. Il y a premier niveau des annonces et des orientations. Le ministre l'a fait, le chef du gouvernement l'a fait. Et vous savez que je suis généralement interpellatif quant aux politiques publiques de ce cabinet, pour que ça soit bien clair. Mais pour autant, il faut dire quand même les choses comme elles sont, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus de possibilités financières compte tenu des contraintes majeures qui pèsent sur la loi de finances 2024. Il y a une situation économique, sociale, il y a toutes les charges. Le cumul des charges, j'y reviens pas. Il y a des axes qui ont été définis qui sont importants. Enfin, on voit plus clair. Ce n'était pas le cas il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Il y a une réforme pédagogique, une culture de l'innovation, une autre gouvernance avec l'agilité, la performance, des leviers d'opérationnalisation, le numérique, le primat donné au numérique, c'est extrêmement important, des chantiers. Le numérique nécessite des moyens. Des moyens, ça se trouve. Alors, deuxième observation, si vous le permettez, je pense qu'il faut garder le cap sur la base de ces orientations stratégiques. En même temps, en 2024, 2025, 2026, on s'attachera à mobiliser des ressources complémentaires. Vous avez parlé de la recherche. La recherche, il y a quand même une décision. C'est le Kharaïchi qui a parlé de la recherche. Vous êtes d'accord avec ce que nous avons dit? Non, sur la recherche. Vous êtes en train de l'appuyer. Non, mais vous n'avez pas dit la mesure annoncée par le chef du gouvernement. Il faut être juste. Il a annoncé une mesure particulière, 600 millions de dirhams pour un programme national en faveur de la recherche scientifique. Ça n'a jamais été le cas auparavant. C'est un programme pour faire quoi ? Pour donc inscrire des projets de recherche, dans quelle perspective? Dans le cadre de la souveraineté nationale. Autre mesure qui a été annoncée, que vous n'avez pas évoquée, 1300 bourses de voyage aux doctorants. Donc il y a des choses qui se font. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui se fait. En 2024, c'est limité, évidemment, compte tenu des capacités financières, des contraintes sur la loi de finances. Mais je pense que c'est un cap qui va être préservé, qui ne peut être que préservé et qui obligera à trouver les financements des mesures inscrites dans le cadre de cette vision. Qui obligera de trouver le financement. Ça se trouve, coûte que coûte. Alors, ça se trouve dans le PLF, mais ça ne se trouve pas vraiment dans le PLF compte tenu de l'augmentation. Chantiers stratégiques, de la petite augmentation du budget de l'enseignement supérieur. Je rappellerai aussi qu'il y a le renforcement des activités d'appui social aux étudiants avec cette cible de 600 000 bénéficiaires de l'AMO contre 460 non pas de bourse de l'AMO contre 470 000 l'année dernière. C'est énorme, il faut le dire. Mais c'est très bien, c'est ce qu'on a dit, et on veut plus pour la recherche. On faut consolider ce que nous avons pour pouvoir avancer. Le ministère aurait aimé avoir plus de budget pour la recherche. Voilà, c'est ce qu'on dit. Parce que c'est ça ce qui fait l'innovation. C'est pas de la faute au ministre ni au ministère, mais il y a un projet de loi de finances qui a été annoncé. Lorsqu'on évoque les problèmes, on ne dit pas que c'est le ministre ou le ministère. C'est tout un système. Il y a des acteurs du système. Ça pourrait être les professeurs. Ça pourrait être l'administration. Aussi. Les tout responsabilités sont partagées. Il y a de très bonnes intentions, il y a de la bonne volonté, il faut le reconnaître. Maintenant, il faut prendre des précautions concernant les effets d'annonce. C'est ça le problème. Il faut aller doucement, gentiment, concernant ces effets d'annonce. Je veux bien, le professeur Sahimi a souligné pas mal d'éléments. J'y adhère sur les éléments. Maintenant, c'est l'opérationnalisation qui posera problème, à mon sens. Hein? Il y a combien... Je vais reprendre le plan d'urgence. Hein? Le plan d'urgence, il y avait tout un discours autour du plan d'urgence. Il y avait énormément de débats sur le plan d'urgence. Maintenant, où est le plan d'urgence? Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est là le gros problème. C'est pour ça qu'il faut avoir le sens de la mesure et le sens de l'amorti. Hein? Dans le sens où, c'est vrai, c'est très bien ce qui est annoncé, mais il faut aller doucement. Sauf que ces annonces-là, si vous le permettez, c'est un cahier de charges contraignant pour ce gouvernement et il en sera comptable dans les années à venir.
Oui. Ça n'engage que vous, hein, ce que vous dites Voilà. là. Mais évidemment. Mais Il en c'est un sera gouver- comptable. Oui, Voilà, il en sera comptable aux politiquement. élections. Ah non, non. Il en sera comptable politiquement, électoralement, parce voilà, qu'il aura aux fait des élections. annonces. Et de 2026, il faudra bien faire les comptes. Alors, vous avez tout à l'heure parlé, je vois que vous avez vos fiches devant vous sur l'opérationnalisation. Vous avez omis d'évoquer un point très important. Il s'agit de la structuration, la réglementation. Vous, en tant que professeur de droit, ça m'étonne d'ailleurs que vous ayez omis de parler de cette savez- loi cadre, du statut. Vous On savez- parle maintenant, et c'est une grande nouveauté, du statut de l'étudiant. Vous savez, personne n'est parfait. Et- Personne n'est- non, mais bon, en tant que prof de droit, ça m'a Personne n'est interpellée. parfait. La mahal. Bon, je vous taquine. Bon, statut de l'étudiant, c'est une nouveauté. Statut de la vie étudiante et statut de l'enseignant-chercheur. Du personnel aussi. Et du personnel, bien personnel, évidemment, ça, statut du tout à personnel. Et on parle de la refonte de la loi 0100. De quoi s'agit-il? Alors, la refonte- Professeur Gdira. Ben, justement, on est au niveau théorique. Hein. Rien n'a été fait jusqu'à présent. D'accord? Je veux bien croire. Là, les c'est bonnes contraignant pour le intentions. coup. Là, c'est vraiment contraignant. je veux- Quand on parle d'un cadre juridique et réglementaire, là, il y a contrainte. Oui, mais je suis de cet avis. Ok, pardon, Voilà, Gdira. il y a de très bonnes intentions, je l'ai dit. Hein, mais il y a un problème. Il faut éviter les effets d'annonce, travailler dans la discrétion, à mon sens, parce qu'il y avait 13 symposiums, hein, je dirais, hein, de concertation, de consultation. C'est pour ça C'est une qu'on a bonne chose, non? C'est une très bonne chose. Mais il faut éviter les effets de fanfare, à mon sens. Hein. Il faut travailler discrètement. Bon, après, chacun son style de Il y a- travail tant qu'il y a des oui, résultats. je respecte, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas d'accord. Voilà, tout simplement. Très bien. Pardon, si vous le permettez, travailler dans la C'est discrétion ne veut pas dire travailler de fait dans une sorte de clandestinité. Non, non, moi, je n'ai pas dit C'est clandestinité. c'est un Je pouvais- ministre qui a réuni dans toutes les régions du royaume pendant des Vous mois et des abstenez. mois des Je pouvais conférences, bien etc. parler de clandestinité. Non, c'est J'ai moi pas qui vous évoqué ce terme-là. Non, Adel Harich. il faut bien qu'il rende public ce qui a été arrêté par les différentes instances régionales qu'il a tenues. Et pourtant, même s'il y a eu, en tout cas visuellement, consensus, il y a eu beaucoup de professeurs qui ont décrié les décisions qui ont été prises dans le cadre de cette réforme. Oui, Adel La Harich. réforme, c'est bien. On a vu les 4 axes stratégiques, l'opérationnalisation, si vous voulez, mais tout ça, il lui faut un cadre. Je suis aussi professeur de droit. Il lui faut un cadre, c'est-à-dire juridique. Et c'est normal, c'est la refonte de cette loi. Et la refonte de cette loi, non pas seulement la loi, parce qu'on peut avoir une loi, mais si on n'a pas de décret d'application, Les décrets. ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, c'est dit normalement, c'est ce qu'ils ont annoncé, ce qui a été annoncé, une accélération des décrets qui vont accompagner cette loi. Et ça, c'est une mesure d'urgence qui doit être faite. Et je pense qu'il va Qu'est-ce être... que ça changerait? Pourquoi c'est vous aussi faites un- une réforme, c'est normal qu'il faut, parce que cette réforme n'a pas touché beaucoup de choses à l'intérieur de la loi. Mais la réforme, c'est tout le système de l'enseignement supérieur qui doit changer pour pouvoir accélérer aussi la réforme, parce que c'est la loi qui permettra à cette réforme, enfin, de l'accompagner pour... L'autonomie des universités, le statut du personnel Qu'est-ce que l'autonomie? administratif. Qu'est-ce que l'autonomie? Eh oui, l'autonomie des universités. On ne peut pas continuer à gérer les universités de manière directive. Et donc, il faut une autonomie de gestion donnée donc aux universités. Il y a l'autonomie, il faut la Non, gouvernance non, dans la l'autonomie. gouvernance, il y a une Voilà. Oui, ça c'est administratif, mais de fait, La vous savez très gouvernance bien financière. comment fonctionne de fait cette autonomie. Autonomie, un statut pour le personnel, un nouveau statut pour les enseignants-chercheurs, des C'est ça, hein, possibilités, il est des sorti budgets, du etc. statut. Mais j'attire votre attention, professeur Srimi, que ça fait une année que les professeurs n'ont pas eu la première augmentation. C'est 3 tranches. Donc, ça entraîne une démotivation des professeurs. Pourquoi? Donc, Pourquoi il n'y a pas eu... il y a une lourdeur administrative, tout simplement. Voilà, la lourdeur, elle taxe la nomination des doyens, des présidents, comme elle taxe l'augmentation des professeurs. La Voilà. lourdeur n'est pas administrative, elle est volontaire pour des raisons financières.
parce que l'impact de la revalorisation de ce que vous évoquez est extrêmement important. Et il y a évidemment le ministère des Finances qui freine avec les cas de fer compte tenu de la situation. Il y a un gouvernement. Il n'y a pas le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère des Finances. Sinon, on va appeler le gouvernement ministère des Finances. S'il y a... L'accord a été signé en présence du ministre des Finances. Donc, l'accord est là. On est en train d'attendre presque une année et l'augmentation n'est pas là. Le dernier mot revient au ministère des Finances dans les arbitrages qui sont faits sous la supervision du chef du gouvernement, vous le savez. Oui. Alors, un dernier point. On a parlé beaucoup d'innovation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut arriver à une université qui promeut ce concept de l'innovation au Maroc, une université marocaine qui promeut vraiment ce concept, cette culture de l'innovation? Oui, si comme on a dit, si vraiment on met en articulation cette réforme et on ajoute, c'est-à-dire ça doit être des acquis, non seulement consolidé, mais innové, parce que la réforme ne doit pas être statique, elle doit être dynamique. Le Maroc, il se développe et il faut que l'université accompagne le Maroc dans son développement pour aller toujours de l'avant. C'est possible, et pour cela, il faut, je pense, écouter. On voit même dans les déclarations qu'après les écoutes, après les remontées qui viennent des universités, des professeurs, des étudiants, cette réforme, elle a été faite, mais c'est très bien. Mais l'innovation technologique, c'est le point de sortie, c'est le point qui permettra à l'université d'être, l'université en fait, elle a toujours été à la tête de tout ce que vous voulez, elle forme tous les professionnels vont passer par l'université. Et c'est le guide, donc l'université, il doit être aujourd'hui, ne doit pas former des chômeurs. Moi je reviens à ça, il va former des gens capables, compétents et employables. Mais aussi qui doit former des... Oui. Moi, je pense que l'université aussi, on n'en a presque pas parlé, elle forme aussi des citoyens. Oui, des citoyens avec des valeurs. Oui. Avec une éthique. Des valeurs. Les valeurs, l'éthique. Le mot m'échappe, mais il me reviendra. Mais en tout cas, oui, mais qui ont aussi leur avis et qui on a perdu cela aujourd'hui dans nos facultés. C'est pour cela que dans ces Power Skills, il y a deux modules consacrés aux valeurs, à la citoyenneté. Et c'est dans les Power Skills, c'est-à-dire il y a un module qui s'appelle citoyenneté et valeurs et attachement à la nation. C'est très bien. Donc voilà, cet étudiant-là, ce lauréat-là doit passer. À côté de la compétence académique, il y a aussi ce souffle qu'on lui donne pour vraiment être quelqu'un qui n'est pas seulement employable, mais qui porte effectivement des valeurs et de la citoyenneté. Professeur Diarra, oui. Vous avez parlé d'innovation. L'innovation suppose la créativité. Donc, suppose un environnement de créativité. Donc, une inversion de pédagogie. Ce n'est pas le professeur qui sait tout, hein, c'est aussi l'étudiant qui contribue, je dirais, à façonner le déroulement d'un cours. Donc, c'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Et par conséquent, il faut aller dans ce sens-là. C'est vrai qu'il y a de l'innovation dans l'université marocaine, mais il y a un problème de créativité. On ne donne pas la chance aux étudiants, et je dirais les moyens surtout, pour être créatifs dans cet espace universitaire. Et c'est ce qui définit aussi l'excellence. Exactement. Ma question, elle est restée un peu en suspens. Comment définit-on l'excellence? Professeur Sahimi, je vous laisse le dernier mot. Merci. D'abord, la faiblesse des brevets au Maroc, 40. Le chef de gouvernement a annoncé 100 à la fin de l'année, on verra. C'est ça, un indicateur de l'innovation. Deuxième interrogation très rapide. Les universités vont être formatées suivant le même modèle ou pas? Nous avons des dizaines d'universités, donc il y a une déclinaison à faire suivant les potentiels des régions, etc. Troisième point, malgré tout, il y a un facteur discriminant. Je rejoins ce qui a été dit par mon ami ici présent. Dans le secteur public, dans l'université publique, le grand public et les pôles d'excellence, il y a une autre discrimination sociale entre le secteur public et le secteur privé. Et ça, c'est une problématique. Pourquoi ? Je suis pour un partenariat
public-privé qui n'avance pas malheureusement. Je suis pour que les mobilisations se fassent en faveur de l'université publique, de la même façon pour l'école publique. C'est un jeu facile de dire « Ah, l'école publique ne marche pas, on va privé, etc. » Pas du tout. Notre souci à tous doit être de rehausser le niveau de l'école publique et de l'université publique. Ça, c'est une priorité que ça relève d'un projet de société. Parce que sinon, c'est un facteur qui porte atteinte à la cohésion sociale. Il y a les filières du privé avantagées en matière d'employabilité, et il y a ceux du public qui sont là dans un marché stagnant avec peu de facilité d'employabilité. Oui, encore faut-il... Bon, il reste... je vous laisse quand même le droit de réponse parce que vous représentez aussi l'université privée ici. Oui, et moi je suis quand même le produit de l'université publique que je défends toujours. L'université privée, elle a pris les filières qui sont dans l'université publique. Il n'a pas inventé des filières. Ce sont des filières qui existent, mais il travaille sur... Et en plus, l'université privée au Maroc, elle est destinée beaucoup plus à une classe moyenne. On n'a pas l'université privée comme par... Qui coûte 70 000, 80 000 dollars aux États-Unis ou en France. Parce que, donc et d'ailleurs, on parle de partenariat privé-public. C'est ce qui nous permet à l'université privée de survivre avec des enseignants, de très bons professeurs, de compétents, qui sont formés au public et puis qui enseignent aussi au public et aussi aux professionnels. Très bien. Un dernier mot, professeur Gzela, par souci d'équité. Je vais parler d'indicateurs de performance. Le ministre en a parlé, il n'y a pas de problème. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'indicateur de performance, je dirais, dans la nouvelle stratégie. Mais j'ai envie d'attirer l'attention de monsieur le ministre sur des petites infractions. Parce que la loi prévoit, par exemple, dans le recrutement des enseignants, qu'un enseignant de la fac, un enseignant de l'université et 3 enseignants externes. Dans certaines universités, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Lesquelles? Dans certaines universités. Bon, en tout cas, on garde le mystère. Merci beaucoup. Non, mais j'avais envie d'attirer l'attention Vous faites bien de le faire. Voilà. C'est le but aussi de cette émission, c'est d'attirer l'attention, bien sûr, de l'opinion publique, mais aussi des décideurs qui nous regardent sur les points que vous avez soulevés. Il y en a beaucoup qui ont été soulevés lors de cette émission. En tout cas, je vous réitère mes remerciements à vous, professeur Gzela, professeur El-Harechi, professeur Shimi. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. C'était une émission très enrichissante. Nous allons certainement revenir à cette réforme, à ce plan d'accélération de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, bien sûr, dans le cadre de questions d'actu. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.